Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, avant toute chose, en présence de Charles Gave et du DAF, nous avons un nouveau gilet que nous avons étrenné aujourd'hui et qui, je crois, va nous faire de l'usage. Et je crois qu'on est assez content parce qu'à l'inverse du gilet fauviste, on est parti pour quelque chose de plus subtil, de plus... dans l'air du temps et passe-partout, croisé, voilà. Donc, ça cache le ventre. D'ailleurs, les abdominaux, je veux dire. Je sais pas si tu as raison de le mettre au pluriel, l'abdominal. L'abdominal. Le grand abdominal. Un abdominal qui tient de la place, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 20 ans, mais enfin. Voilà. Et en tout cas, vous allez voir la veste, la nouvelle veste d'hiver. Et je ne peux pas la ranger dans la tradition des pulls moches, Non. parce que malheureusement, je la trouve très jolie. Donc on ne pourra plus faire de blagues sur mes vestes, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, alors, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui, en réalité, aurait dû être un sujet pour notre université de l'épargne, dont certains sont membres, qui nous regardent aujourd'hui, parce que c'est un sujet sur les marchés absolument fondamental. Évidemment, comme c'est fondamental, vous pouvez bien croire que personne ne vous en parle en ce moment, puis tout le monde est occupé à parler de bruit, à qui se lance des œufs, à qui a les dernières insultes. On parle beaucoup du budget qui passera, passera pas. Enfin voilà, toutes ces choses qui, à l'échelle de l'histoire avec un grand H, n'ont pas vraiment d'importance. Aujourd'hui, donc, nous avons décidé de vous parler des marchés obligataires, des liquidités qui sont pas là où elles devraient être et sont là où on les attend pas, et comme souvent dans l'histoire, des problèmes de robinet, c'est-à-dire pourquoi ce robinet-là coule, à quelle heure la baignoire va être remplie, et quand est-ce que les deux coins vont se croiser à Limoges, parce que c'était toujours comme ça dans nos problèmes d'enfants, et on n'arrivait jamais à savoir quand est-ce que cette putain de baignoire allait être remplie. Absolument, voilà. parce qu'il y avait d'un côté on mettait de l'eau, puis de l'autre côté il y avait l'eau qui partait de l'autre côté, donc puis il y avait le débit, puis il y avait le trou, et puis enfin, bref. Et après ça a fait mes cauchemars de quand j'avais 12-13 ans, et aujourd'hui ça continue à faire mes cauchemars, sauf que je m'occupe de trucs plus importants. Donc je vais essayer de vous mettre dans l'esprit ici, c'est-à-dire que l'une des choses les plus importantes, comme on a essayé d'expliquer quand on a parlé de VIXEL ou de gens comme ça souvent, c'est les taux à long terme, vous savez, c'est-à-dire ça mesure le risque du temps. Bon. Et alors, s'il n'y a pas d'inflation, les taux d'habitude, ils sont aux alentours de 3. Allez, tu vois, s'il n'y a pas d'inflation, il est normal que les gens payent à peu près 3% réel. Mais dans l'histoire, vous avez eu d'énormes périodes où il y a eu pas d'inflation, ou même une déflation, et puis des hausses de l'inflation. Et aussi des États qui ont vu leur taux monter parce qu'ils allaient vers la faillite. Donc, tu vois... Et donc, oui, parce que le taux d'intérêt, en fait, c'est une espèce de mesure du temps et du risque. On avait fait une leçon sur les taux d'intérêt. On a fait une leçon pour l'Université de l'épargne sur VIXEL, qui est dans le temps long. Et effectivement, les taux d'intérêt, c'est le prix du temps, the price of time. Price of time et la certitude que vous avez ou pas d'être remboursé. Tu vois, c'est le... Donc, si tu ne vas pas être remboursé, il faut que tu sois payé plus maintenant parce que tu as la trouille. Bon. Et donc, je vais vous montrer un certain nombre de graphiques, selon ma méthodologie à moi, pour vous expliquer que nous rentrons dans l'OCDE, c'est-à-dire nos pays, très probablement dans une période de hausse des taux longs structurels. Ce qui a énormément d'importance pour les valorisations des marchés, etc. Et que ces périodes-là ne durent pas 1 ou 2 ans, mais parfois 15 ou 20 ans. Donc c'est des moments de bascule historique. Et il me semble que pour ceux qui s'intéressent au système économique et au système financier, je pense que doit être la majorité des gens qui nous écoutent, ça va pas être léger, ça va être une émission un peu lourde, mais il me semble qu'elle est indispensable pour que les gens se replacent eux-mêmes dans une optique. Alors, je vais vous montrer le premier graphique. J'ai pris des graphiques américains, j'aurais pu prendre des graphiques français, mais ils sont moins longs. Au moins, ce que j'ai sur les États-Unis, c'est à peu près 150 ans de données. Donc, ça vous permet... Parce que sur la France, j'ai des données grosso modo... Tu veux dire qu'il y a moins de rétroactivité. Voilà, en France, j'ai 70, donc j'aurai un cycle à tout casser, peut-être 2. Long. Donc, le premier graphique vous montre...
en bas, en jaune, là, c'est l'évolution des taux d'intérêt sur le 10 ans américain. Et j'ai assuré en gris les périodes où ces taux longs montent, c'est-à-dire où ils sont au-dessus de leur moyenne mobile à 10 ans. Tu vois, c'est à 7 ans, pardon. C'est-à-dire la moyenne mobile, c'est la ligne noire, la ligne jaune, c'est aujourd'hui, la moyenne mobile à 7 ans. Donc vous voyez que vous avez eu 2 grandes périodes de hausse des taux structurelles, où les taux sont montés. C'était grosso modo de 1903 à 2000, ça a duré 20 ans, à 1923, 20 ans. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Tu vois, c'est la Première Guerre. Et puis ensuite, tu as une deuxième période de hausse des taux qui commence grosso modo en 1955 et qui se termine en 85. Donc ça vous fait 30 ans. Donc la première, c'est quasiment 20 ans, la deuxième, c'est 30 ans. Et on vient d'en commencer une autre. Tu vois, on est passé au-dessus de la moyenne mobile, là, on est passé. Donc ça sauf si c'était un accident de l'histoire, mais il n'y en a pas eu. Si vous voulez, avec une moyenne mobile à 7 ans, j'évite à peu près tous les faux signaux. Et là, il n'y a pas de... Donc, ça veut dire que pour les 20 ans, peut-être les 10, 15, 20 ans qui viennent, on peut s'attendre à ce que les taux structurellement soient plus hauts. Tu vois, et donc, si je regarde la dernière personne, et la dernière période, et c'est la période que la plupart de nos auditeurs ont traversée, celle qui a commencé en 1985, là, on a eu, pendant 1985 jusqu'à 2025 à peu près, on a eu une baisse des taux constante. Donc, ils ont agi dans les marchés financiers avec le prix du temps qui baissait sans arrêt. Tu vois, donc, ça veut dire que les marchés d'actions, par exemple, avaient tendance à monter structurellement. Mais ça, c'est fini. Est-ce que parce que tu dis ça, mais on a bien vu que l'importance de l'influence des banques centrales jusqu'à présent, est-ce que tu penses que ce mouvement structurel de taux ne pourra pas être combattu par les banques centrales comme ils l'ont été ? Elles vont essayer. Mais imagine, les taux, qu'est-ce que ça mesure ? Ça mesure le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la rentabilité marginale du capital. Voilà. Si la rentabilité... Là, comme on l'a dit souvent, il n'y a plus d'épargne en Europe et aux États-Unis. Nos taux ont baissé pendant toute cette période parce que les Asiatiques étaient en train d'épargner comme des fous pour avoir des dollars. On a souvent discuté ça. Si maintenant les Asiatiques décident de consommer ou d'investir chez eux et pas chez nous, pas d'acheter des obligations chez eux ou de faire des centrales nucléaires ou des routes et des ponts, eh bien, à ce moment-là, nos taux vont monter automatiquement et les banques centrales n'y pourront rien. Et plus elles essaieront d'imprimer de l'argent pour faire... plus il y aura de l'inflation. Plus il y aura de l'inflation. Et plus ça marchera. Et moins ça marchera. Donc, tu vois, donc, alors, pour ceux que ça intéresse, le graphique que j'ai mis en haut, c'est une notion dont j'ai rarement parlé, mais dont je me sers beaucoup, qui est celle du zéro coupon. Oui. Alors, le zéro coupon, je vous explique. Quand vous achetez une obligation de l'État français, il vous dit, je vous prends 100... je vous rembourserai 100 dans 10 ans, et en attendant, je vous donne un taux d'intérêt de 4%. Et tu touches ton 4% par an. Bon, c'est ça l'obligation classique. Mais l'État français peut aussi émettre des obligations, non pas à 100, mais, admettons, à 60, et qui vont aller de 60 à 100 en 10 ans, ce qui fera, admettons, 4-5% par an. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu achètes une obligation à 60 ou à 70 qui sera remboursée à 100 et tu ne touches pas de coupon. Donc, ce qui te fait ta rentabilité, c'est le fait que tu passes de 70 à 100. Et tu vois que ça... Donc, le prix d'un zéro coupon à l'émission, c'est-à-dire, c'est la ligne bleue, tu vois, qui est là. Et là, c'est toujours la moyenne mobile à 7 ans. Et tu vois très bien que quand la ligne jaune monte, c'est-à-dire les taux d'intérêt montent, le prix d'un zéro coupon ne cesse de baisser, parce qu'il faut que donc tu vois par exemple un zéro coupon, donc si je regarde échelle de gauche, que tu mettais à 10 ans quand les taux d'intérêt étaient à 2,5, tu les mettais à 80 sur la ligne. Et puis les taux passent de 2 à 14 aux États-Unis pendant cette période de hausse des taux, ce qui était phénoménal, et le zéro coupon passe de 80 à 30. C'est-à-dire que ça veut dire que il te fallait 10 ans pour aller de 80 à 100, et là, il te faut 10 ans pour aller de 30 à 100.
Donc, et le zéro coupon est un truc très bien parce que c'est le seul instrument financier qui réinvestit automatiquement au taux d'intérêt où tu l'as acheté. Les autres, parce que si tu achètes une obligation, mettons, à 6% et que les taux tombent à 3%, tu ne vas pas réinvestir à 6%. C'est-à-dire que le zéro coupon, il se réinvestit à 6% depuis le début. Donc ça permet de faire des calculs tout à fait savants, mais dont je me sers beaucoup. Donc grosso modo, vous avez vu que le zéro coupon, là, en l'espace d'un an, il est passé de 90 à 65. C'est déjà une sacrée gamelle. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire donc que nous sommes dans une période où les gens, d'une façon ou d'une autre, n'ont plus confiance dans la monnaie. Tu vois, soit que les prix vont monter, soit qu'on ne va pas être remboursé. Mais en tout cas, ils demandent à ce que leur épargne soit de plus en plus rémunérée. Et ça fait que commencer. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir pour tous ceux qui nous écoutent. On rentre dans une période où le capital, à la place d'être de moins en moins cher, va devenir de plus en plus cher. Donc ceux qui vont le gaspiller vont devoir payer de plus en plus cher. Mais aussi, ce que ça va faire, et ça fait ça à chaque fois dans les marchés, c'est que ça nettoie tout un tas d'entreprises zombies qui, normalement, ne devraient pas être, hors la période de taux bas, à laisser vivoter toute une sorte... Et les plus grosses entreprises zombies, c'est peut-être nos États sociodémocrates. C'est ça le vrai problème qu'on va toucher. C'est le plus gros zombie, c'est peut-être le système des retraites français, par exemple. Il est certain, là je regardais un graphique qui regardait sur 100 € comment étaient ventilés ces 100 €. 22, c'est les retraites. 20, c'est la santé. 10 va dans les prestations sociales diverses, donc allocations et ainsi de suite. Donc ça veut dire que 50 € sur ces 100 € de dépenses étatiques, publiques, vont déjà au système redistributif. Voilà. Et ensuite, 0,9 à la justice, 1,2 à l'armée, 2,3 à l'éducation. C'est-à-dire que quand on dit l'État dépense trop, on pense toujours... Alors c'est vrai que ce sont les ministères et les chapeaux à plumes... tout ça, on pourrait couper dans tous ces organismes publics, mais in fine, à la fin de la journée, c'est quand même le gros poste, les retraites. On prend, si j'ose dire, vous savez que je suis assez sensible à ce qu'il y a dans les évangiles, vous avez la parabole des talents, 4, 2 et 1. Et ce qui est intéressant, c'est que nos systèmes sociaux prennent à celui qui sait investir l'argent, celui qui avait les 4 talents, qui en rend 4 au maître, après longtemps, pour le donner à celui qui l'enterre et qui fait rien. Donc vous ne pouvez pas penser qu'un système qui prend de l'argent à celui qui sait créer de la valeur pour le donner à quelqu'un qui ne sait pas créer de la valeur peut survivre sur le long terme. Il y a ça, mais si tu veux, il y a un moment, puisqu'on parlait d'état zombie, où il va falloir qu'on regarde de face le fait que toute notre pyramide est fondée sur un système zombie et qu'il va falloir, je suis désolée, je suis génération X, donc je suis celle qui va prendre dans la tête. Bien sûr, mais ce qui est le plus intéressant dans ce que tu dis, si tu veux, c'est que ça va amener les gens, à partir du moment où ils regardent ça. Si on ne regarde pas en face, moins on regardera ça en face, et plus les taux d'intérêt monteront. Et voilà. Et donc, plus les banques centrales, comme elles sont idiotes, vont faire quoi ? Imprimer comme des gorées, parce que savent-ils faire autre chose ? Ont-ils une réflexion depuis Bernanke qui soit un petit peu différente ? Absolument pas. Ça fait littéralement 25 ans qu'à part faire du QE, ils n'ont pas réfléchi l'économie structurelle. Et ils acceptent, si vous voulez, l'espèce de schéma mental qu'ils ont dans la tête, c'est que la dépense fait la croissance. Mais bien sûr. Or, c'est la rentabilité des affaires et des entrepreneurs qui fait la croissance. Donc, ils ont quelque chose de faux dans la tête. Et le pire, c'est qu'en plus, quand on écoute des débats publics, ils viennent nous dire que ça serait une pensée libérale. Ils viennent nous dire, les libéraux qui croient dans le ruissellement. Je dis, mais c'est les keynésiens qui croient dans le ruissellement. Non, en plus, les ruissellements, je n'ai jamais trouvé un seul économiste qui ait parlé du ruissellement. Alors, on dit que Reagan en aurait parlé dans le temps, mais... on n'a jamais trouvé la citation. Voilà, et donc on impute ça à nous en nous disant c'est les libéraux qui croient que le ruissellement fonctionne. Je dis mais c'est un énorme tropisme de keynésien. Alors, donc grosso modo, ce que je vous dis, c'est que finalement, l'obligation à 10 ans américaine n'est plus une réserve de valeur convenable. On ne peut pas, si on est un bon citoyen, acheter ce truc-là et s'imaginer que tu vas prendre ta retraite tranquille. Alors, j'espère que Mme Watanabe va s'en rendre compte. Oui. Alors,
Une autre façon de dire la même chose, c'est de regarder le prix d'une obligation. Vous avez un portefeuille d'obligations à 10 ans américaines que vous maintenez à 10 ans tout le temps, etc. Et tu compares ce que ça fait par rapport à l'argent métal. Alors pourquoi je choisis l'argent métal? Parce qu'il fait à peu près la même chose que l'or sur le long terme. Et surtout, c'est parce que j'ai des chiffres de marché depuis 1920. Oui, c'est ça, 1936, voilà. Donc ça ne veut pas dire que Charles vous dit d'acheter de l'argent métal. On regarde l'or, c'est pareil. Mais enfin, je veux dire simplement parce que l'or, il était fixé, c'était une monnaie jusqu'en 1971, alors que l'argent métal, il bougeait en fonction du marché. Bon, donc ça, c'est le rapport entre deux réserves de valeur, l'obligation à 10 ans américaine et l'argent métal, laquelle vous devez avoir. Ça, c'est la ligne noire. Et donc, vous voyez que vous avez eu, donc, de 1941 jusqu'à quasiment 1981, où il fallait avoir de l'argent métal et pas des obligations à peu près tout le temps. Vous voyez, il y avait quelques périodes où vous pouvez avoir... Les périodes assurées bleues, c'est les périodes où vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 7 ans. Donc, vous avez eu 2 ou 3 occasions. Donc, ça veut dire de 41 à 81... c'est-à-dire les périodes de guerre pour les États-Unis, le Vietnam, etc. Le système a été géré pour ruiner les épargnants. Tu vois, c'était la grande période keynésienne qui commençait, etc. Donc, vous êtes passé de 160 à 4. C'est-à-dire que vous vous êtes vraiment fait massacrer. Arrive Volcker, qui dit ben non, maintenant, il faut que les obligations américaines redeviennent la réserve de valeur essentielle du système. Ils montent les taux d'intérêt à 15 ou 20%. À ce moment-là, vous repassez de 4 à 300. Vous voyez, là, c'est une période où il fallait avoir des obligations tout du long. Et pas avoir d'argent du tout, pas avoir d'argent ni d'or. Là, c'était... Ensuite, vous avez Volk, c'est un animal de Bernanke qui arrive, il commence à faire des bêtises, on commence à gagner de l'argent sur l'argent, en fait. Puis il y a le rebond, et puis maintenant on recommence à perdre. Et on est quasiment au niveau où on était en 1934. Vous voyez la ligne rouge là. Ça veut dire que depuis 1934, tu aurais acheté des obligations qui payaient des intérêts, etc., ou tu aurais acheté de l'argent, ce serait pareil. Tu as fait pareil. C'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que normalement, les obligations, elles doivent faire mieux qu'un truc aussi bête que l'argent ou l'or, quoi. Donc, mais le pire, c'est que si par hasard on casse cette ligne rouge, tu vois là, oui. C'est le trou monstrueux, en dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. On a été 90% du temps, sauf dans les années de panique de la grande crise inflationniste. Mais là, si on casse ça, je ne sais pas où on va, mais on y va vite. Hein. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que si je regarde le premier graphique, les obligations, c'était pas un bon investissement en absolu. Tu vois, c'était pas la peine d'avoir des obligations parce que tu perdais de l'argent, quoi, c'est tout. Et maintenant, je te dis, en relatif, t'as déjà perdu 70% quasiment depuis 2000. Donc, en absolu et en relatif, te dire avoir des obligations dans l'OCDE, c'est quand même pas très malin. Oui, mais tout le monde en a. C'est-à-dire, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si les capitalisations boursières des actions dans le monde, si tu les mets à 100, je crois que la capitalisation boursière des obligations émises par l'OCDE, c'est 150. Et donc, qu'est-ce que c'est les obligations? Ça n'est qu'un impôt différé. C'est-à-dire que l'État dépense de l'argent qu'il n'a pas, ça veut dire que quelques temps après, il devra aller chercher de l'argent. Donc, j'espère beaucoup que tu paieras les dettes que j'ai encourues, tu vois, me paraît... Vais-je avoir le choix est la véritable question, parce que mon seul choix, ce sera mes pieds. Ton seul choix, ce sera tes pieds, exactement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans qui viennent, compte tenu de cette masse immense de dettes, cette dette n'est appuyée sur aucun capital productif. On n'a pas fait des centrales nucléaires avec, on n'a pas fait des ponts, on n'a pas fait des routes, on n'a pas amélioré nos systèmes d'éducation, on n'a rien fait de tout ça. Non, on a financé des systèmes de retraite gavés de prestations sociales et surtout, on a acheté une fausse croissance. C'est-à-dire que les Français, depuis 40 ans, vivent
sur des transferts sociaux qui n'ont pas été gagnés. Donc ils ont bouffé littéralement le blé en herbe. Ils ont bouffé le blé en herbe. Ça veut dire donc qu'il n'y a que deux possibilités pour les 20 ans qui viennent. Ou bien ces dettes vont à zéro, enfin elles baissent énormément en valeur, en pouvoir d'achat. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on augmente les impôts considérablement sur leur dos. De toute façon, c'est la grande idée de LFI, de dire les riches payent les pauvres payent trop d'impôts. Alors, ce qui est complètement faux, encore une fois, ils vont avec ces boutillons parce que, encore une fois... Ils payent la TVA. Ils payent la TVA, mais c'est toujours pareil, c'est 10% des Français qui payent 76% de l'impôt sur le revenu. De l'impôt sur le revenu. Et c'est 1% qui devront payer. Prenons un exemple. Mais les 10% qui payent 76%, ça c'est certain, mais prenons un autre exemple. Aujourd'hui, ils ont élu un socialiste marxiste à New York. Bon. Et musulman pourrait un peu rajouter au cocktail. Et ce gars-là veut augmenter les impôts sur les riches à New York. Les 1% les plus riches à New York payent 50% des impôts de la ville. Donc, si tu augmentes les impôts sur ces gars-là, ils vont partir à Dallas ou à Miami, quoi, c'est certain. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les riches en question ont tous des conseillers fiscalistes, ont tous des nannies, c'est pas très difficile pour eux de bouger d'un endroit à un autre. C'est pas des gens qui... Je crois qu'il n'y a pas d'exit tax. Nous, en France, on a fait, puisque vous voulez vous barrer parce qu'on veut vous massacrer, on va vous faire payer une l'exit tax avait été enlevé et je crois que le RN est en train de voter pour qu'on la remette. En tout cas, ça, c'était au programme, mais je crois que le RN a revoté avec les autres, même si ce n'était pas leur truc, le retour de l'exit tax. Je crois qu'il j'ai des amis qui veulent sur la Tour de France, aujourd'hui, ils doivent payer 30% de la plus-value potentielle qu'ils auraient sur leurs actifs en France, etc. Donc, mais ça ne marchera pas, ça. Je veux dire, c'est une autre façon de plumer les gens. Ça veut dire que ça empêchera les gens de revenir, par exemple, même pour mourir en France. Bon, donc, on a un problème structurel. Alors, pourquoi, pour l'instant, ça ne s'est pas vraiment manifesté? Tu sais pourquoi on n'a pas eu un... ce que je te raconte, c'est visible depuis un certain temps, il y a un certain nombre... C'est pour une raison très curieuse, très simple, c'est le troisième graphique, numéro 3, où là, ce n'est pas le rapport du marché obligataire sur l'argent métal, c'est le rapport sur le prix du pétrole. Tu vois, et dans le fond, tu vois que la raison pour laquelle les obligations ne montent pas, c'est que le prix du pétrole est très très bas. C'est-à-dire que ça peut, vous savez, on a souvent dit ici que l'économie c'était de l'énergie transformée. Donc, certes, le pays est mal géré et tout, mais l'énergie est pas chère. Donc ça permet plein de bêtises. Si par hasard le prix de l'énergie se mettait à monter, c'est-à-dire la ligne noire qui s'écroule, c'est là que tu as vraiment toutes les grandes crises financières. Or, la ligne noire monte pour l'instant. Ça veut dire que on est sauvé par une énergie bon marché pour l'instant. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Je croyais que justement dans le cycle de l'énergie, on devait entrer dans une période... C'est 1 ou 2 ans près. Tu sais, pour l'instant, ça baisse encore. Et puis, on a fait des découvertes. Et le gaz, on a fait des découvertes de gaz. Et puis, ce qu'on ne dit jamais, c'est que la consommation de charbon est à un plus haut historique et de très très loin. Et elle va encore augmenter de 10 ou 15% l'année prochaine. Donc, gros, ce qu'on dit, c'est qu'on nous a cassé les pieds, on ne va plus utiliser le charbon. Il y a peut-être des pays qui ne l'utilisent plus, mais il y a les pays comme l'Inde, la Chine, les États-Unis qui se mettent à l'utiliser comme des fous. Donc ça change un peu l'équation. Moi, j'avais tendance à penser, étant un bon garçon, qu'on n'allait plus utiliser le charbon parce que, paraît-il, ça faisait des saletés. C'est pas vrai du tout. On utilise le charbon, ce qui permet à l'énergie de rester bon marché. Donc ça veut dire c'est qu'on est dans une situation qui est structurellement impossible et que pour l'instant, il y a un effet d'allègement de cette situation impossible, qui est un prix d'énergie qui n'est pas cher du tout. Si le prix de l'énergie se mettait à monter, à ce moment-là, il faut aller chercher les chaloupes, parce que le Titanic a été coupé en deux, quoi, tu vois, c'est... bon. Donc ça, c'est la première chose. Structurellement, les taux d'intérêt vont monter. Question là-dessus? Ça va, chef. Ça va. Alors, maintenant, pourquoi vont-ils monter? Alors là, je vous montre le graphique numéro 4. Les États-Unis, une fois encore.
et je regarde d'abord la ligne noire qui est en bas. Non, on va regarder d'abord la ligne rouge qui est en haut. C'est le déficit extérieur des États-Unis. C'est-à-dire un déficit extérieur des comptes courants. Ça veut dire que tu dois emprunter à l'extérieur parce que tu as un déficit d'épargne, quoi. Donc si tu regardes aujourd'hui, ce déficit d'épargne américain vis-à-vis du monde étranger est à peu près à 3,6% du PIB, ce qui est considérable. Bon. Donc les États-Unis ont un déficit extérieur considérable. Et en plus, la ligne bleue, c'est le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'État qui dépense plus qu'il ne reçoit, qui est à 5,79. C'est-à-dire que les États-Unis devront emprunter à l'intérieur à peu près 6% de leur PIB et à l'extérieur à peu près 3%, ce qui fait que dans l'ensemble, si tu ajoutes les deux déficits, on appelle ça les doubles déficits, la ligne noire en bas, les États-Unis doivent emprunter quelque chose comme 9,4% de leur PIB année après année, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est monstrueux. C'est-à-dire que ça veut dire que, tu vois, et c'est une ligne structurelle qui ne cesse d'augmenter, si j'ose dire. Les déficits augmentent, dans chaque récession, ça augmente. Et c'est-à-dire que la prochaine récession, ils vont être à 14 ou 15 du PIB. C'est-à-dire qu'ils vont devoir émettre, je sais pas, 500, 600, 700 trillions de dollars pour faire tourner la machine étatique. Et donc, tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est si vous avez besoin d'obligations américaines, vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si la ligne noire remontait, c'était ce qui s'était passé en 1980, de 80 à 90. Là, c'est qu'ils avaient vraiment serré. Là, non seulement ils ne serrent pas, mais en plus ils augmentent. Donc tu te dis, il y a un alcoolo qui est là, et tu lui as donné les clés de ton réservoir de vin, il est certain qu'il va faire n'importe quoi. Alors, l'un de mes espoirs, c'était que Trump allait au départ couper dans toutes les dépenses inutiles, faire un peu du milléide. Hein. Ça avait commencé bien avec l'ami Musk, et puis pouf, il a été débarqué vite fait. Donc, il n'y a pas de volonté politique de faire quoi que ce soit, quoi, d'attaquer les dépenses. Et tu regardes quelque chose d'extraordinaire, c'est le graphique suivant. À quoi ça amène ces bêtises ? Alors là, vous avez, c'est dans le fond la dette et le service de la dette. C'est numéro 5. Donc, quand vous pratiquez ces genres d'exercices d'émettre du papier, l'embêtant, c'est qu'à un moment donné, tu sais, on rentre dans ce qu'on appelle une trappe à dette. C'est-à-dire que le service de la dette te coûte plus cher que ta croissance. Et à ce moment-là, tu te pètes la gueule. Alors, je vous montre le service de la dette. Donc, le premier, la ligne rouge, c'est la dette du gouvernement. En pourcentage du PIB, on est passé, vous voyez, aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 1. C'est-à-dire que la dette est à peu près à 3 400 milliards de dollars. Trillions. Trillions, chez nous. Enfin, 3 400. Allez, hop, ouais. On s'en fout. Et alors, il s'est passé un phénomène merveilleux. Allez, de 1980 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, la dette est montée, puis elle a baissé, puis elle a monté. Mais le service de la dette, la ligne bleue, n'a cessé de baisser. Ouais. C'était quand même au poil. Plus vous empruntiez, et moins le service de la dette, qui est tout en bas, montait. Parce que les taux d'intérêt baissaient plus vite que le déficit budgétaire n'augmentait. Donc c'était vraiment au poil. Mais vous voyez que depuis que les taux d'intérêt sont en train de revenir à un niveau raisonnable, la ligne noire en bas, d'un seul coup, le service de la dette, qui était tombé à 0% du PIB, évidemment, ils avaient mis des taux d'intérêt à 0. Évidemment. Et comme ils avaient une dette très courte, ils payaient 0. Maintenant, on est à on est à près de 4%. 3,73, oui. 3,73. Donc, ça veut dire que maintenant, si j'ai raison sur la hausse structurelle des taux, tu sais, qui est inévitable, ce service de la dette va exploser. Et alors, si je te donne les chiffres aujourd'hui, par exemple, la dépense militaire aux États-Unis, qui est beaucoup trop forte, mais elle est quand même à 1 000 milliards de dollars, ce qui est gigantesque.
La dette était très inférieure à ça, mais maintenant, elle est en train de devenir supérieure à la défense. C'est-à-dire que maintenant, d'ici quelques temps, les États-Unis vont devoir choisir entre la défense, je coupe la défense, et je ne peux pas ne pas payer la dette. Ça, c'est un argument que tu as depuis 2 ans et qui, pour l'instant, justement, Trump essaie d'y faire face en relocalisant énormément d'entreprises à l'intérieur des États-Unis, ce qui lui permet quand même de contourner ces histoires. Oui, mais l'embêtant, c'est que le déficit extérieur, ça se voit pas du tout là-dedans. Hein. Oui. Ça se voit pas du tout. Lui, il dit, j'ai fait ça, il le fait, mais pour l'instant, le déficit extérieur américain, il explose. Il explose, et la guerre en Ukraine et compagnie continue. Il a quand même des lobbies très puissants qui, a priori, sont très contents, se frottent les mains que tout ça continue. Une CIA, je sais pas qui... Il y a l'État profond qui continue à faire bien du mal à tout le monde. Alors, ce que tu dis est tout à fait exact, mais... ça me rappelle... Parce que Trump, lui, ne s'est jamais caché qu'il voulait des taubas. En bonhomme immobilier... Bien sûr, il veut des taubas, mais les taubas... Il a fait la guerre à Powell je vais en parler, c'est le dernier graphique. En lui disant, je veux des taubas, je veux des taubas. Alors après, on peut faire des danses de la pluie, tout ce qu'on veut. Mais si tu fais des taubas, tu favorises les activités spéculatives, pas les activités productives. Et donc, bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis de toute façon, il y a un moment où tu peux vouloir des jambes d'1,20 m si malheureusement... Si c'est pas dans le tirage, c'est pas dans le tirage. Tu ne les as pas eus. Et donc, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, vous savez, en France, dans les années 30, on a bâti la ligne Maginot. Vous savez, c'était un sergent Maginot qui trouvait que ce serait mieux, puisqu'on allait se battre dans des tranchées, si on faisait des tranchées confortables. Avec une centrale... à Strasbourg, comme ça, voilà. Donc c'était très bien tout ça. Des carnets de rotation pour les équipes. Il y avait 2 ou 3 hommes intelligents du style de Gaulle qui disaient, mais attendez une seconde, la prochaine guerre, ce ne sera pas une guerre de tranchées, ce sera une guerre de mouvement avec les chars. Bon. Inutile de te dire que ceux qui pensaient que ça allait être une guerre différente, de Gaulle, il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale où elle serait arrivée 3 à 4 ans après, on n'en aurait jamais entendu parler, il aurait pris sa retraite comme colonel à colomber les 2 églises, et puis on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, je reviens à ce que je dis souvent, c'est que j'ai été dans ces réunions en Europe de l'Est, là, pour participer à des débats entre diplomates. Et il m'avait choisi parce que j'ai une capacité à être un diplomate très au-dessus de la moyenne. Très au-dessus de la moyenne. Très moyenne. Je suis naturellement un diplomate. Je ne dis pas les choses que je pense. Et j'étais revenu avec en conclusion que les diplomates américains pensaient que leur boulot c'était de parler aux diplomates européens, et que les diplomates européens, leur boulot c'était de parler aux diplomates américains. Et je leur avais dit, mais arrêtez de parler l'un avec l'autre parce que tout se passe là-bas, loin. Et je leur ai dit, vous me faites penser, là, cette réunion qu'on a, ça me ferait penser à une réunion qu'on aurait pu avoir en 1450, où vous auriez eu les diplomates de Constantinople qui discutaient avec les diplomates de Venise pour savoir comment garder le contrôle de la mer Adriatique. Ouais. Ce dont tout le monde se contrefoutait. Vous avez strictement... Puisque tout se passait maintenant à Rome, à Bruges, à Amsterdam, à Londres, et en attendant les États-Unis. Bon, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens continuent à raisonner dans un cadre de social-démocratie, de monnaie fondante, et je peux continuer à vivre au-dessus de mes moyens parce que les gens sont très contents de me prêter de l'argent parce qu'ils savent pas, ils ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a un changement structurel, c'est ce que j'essaie de montrer, qui est en train de se passer, et que nos élites ne veulent pas raisonner d'une autre façon. Ils veulent rester dans leur boîte dans laquelle ils ont toujours été. Et ben, je crois qu'on va leur... comme disait Raymond Aron à Giscard, il avait dit, Monsieur le Président, vous oubliez que l'histoire est tragique. Je crois qu'on a tout fait pour qu'on re-rentre en Europe dans une période où l'histoire sera tragique, c'est-à-dire où on va payer pour toutes ces erreurs accumulées, et je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça me paraît complètement inévitable. Et ce qu'on essaye de faire à l'intérieur de l'université d'épargne, c'est de protéger votre épargne contre ce qui me paraît un élément inévitable. Alors, le dernier graphique que je vais vous montrer, alors j'espère que ce n'est pas une leçon qui est trop difficile. Alors, on a mis tous ces graphiques sur
l'Institut des libertés, le bulletin du lundi. Donc, j'ai mis les graphiques et j'ai pas mis beaucoup de commentaires en partant du principe que si vous voulez, vous pouvez. Ça sera publié dans une semaine, ça. Donc, ça, c'est lundi et c'est mardi. Donc, vous avez déjà les graphiques. Mais ça vaudra peut-être la peine que vous retourniez où on va vous remettre les graphiques, je sais pas. Parce que c'est une explication des graphiques, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, je peux pas faire... Sur YouTube, à l'inverse de la plateforme de l'Université d'Épargne, je ne peux pas mettre des graphiques sous la vidéo, donc vous serez obligé d'aller les chercher sur le site de l'Institut des libertés. Voilà, vous les aurez... Il y en aura un peu plus que ce dont vous avez besoin, mais vous les regarderez. Donc, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce que j'ai essayé de faire, c'est de préparer une leçon en vous mettant des tas de graphiques. Les gens m'ont dit, j'ai rien compris. Mais j'ai dit, j'espère bien, puisque l'explication n'avait pas eu lieu encore. Donc, l'idée, c'est de vous donner avant les éléments de réflexion, et puis vous les aurez après, et peut-être vous pourrez poser des questions. Mais c'est une leçon extrêmement importante, parce que vous vous placez là dans le temps long, et en vous plaçant dans le temps long, vous pouvez prendre des décisions que vous n'aurez pas changées toutes les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît... Alors, la dernière des choses que je voudrais vous montrer, c'est, compte tenu de ces nouvelles épouvantables qui nous attendent, qui sont certaines, est-ce que les taux d'intérêt aux États-Unis sont déjà trop, ou est-ce qu'ils sont à leur prix, ou est-ce qu'ils sont toujours surévalués, les obligations? Alors là, je vous montre le dernier graphique, le graphique numéro 6, qui s'appelle... La règle d'or de Maurice Allais, relation taux long, PIB nominal. Voilà. Alors, ce que disait Maurice Allais, c'était un ingénieur français qui était sorti, je crois, premier de Polytechnique, qui était un esprit mathématique puissant, et qui a eu le prix Nobel d'économie parce que c'était le premier qui a essayé de réfléchir de façon mathématique à l'optimum de production électrique. C'est-à-dire que vous savez que vous perdez beaucoup d'électricité dans le transport de l'électricité aux consommateurs. Donc lui, il a essayé de réfléchir à ce qu'on appelle... Il a inventé une forme de mathématiques qui s'appelle la programmation linéaire, où vous trouvez la meilleure façon de mettre votre producteur d'électricité, et vous mettez les usines comme ça dans le territoire français pour minimiser les pertes en ligne, tu vois, et donc avoir le système de production-consommation d'électricité le plus intelligent. Non, la programmation linéaire qui ensuite a été appliquée au marché des actions, etc. C'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel. Mais ça a été un économiste, il était violemment contre l'euro d'ailleurs, il était violemment contre le libre-échange dans une zone où il n'y avait pas de réciprocité, c'est-à-dire il disait si on fait du libre-échange avec la Chine, on va se faire bouffer, quoi. Donc c'était un libéral convaincu, mais avec une notion en disant ça ne sert à rien de favoriser la production chez les autres qui vont nous filer du dumping. Donc c'était... et l'une de ses grandes idées, c'était que sur le long terme, pour des raisons qu'il me faudrait une petite demi-heure pour expliquer, mais qui sont justes, les taux d'intérêt longs, le 10 ans, par exemple français ou américain, retournent toujours sur la croissance historique du PIB. Alors, je vous montre ça parce que c'est une notion que les gens n'ont pas. La ligne rouge, c'est les taux. Voilà. Et la croissance, c'est la PIB nominale. La moyenne des 10 dernières années, c'est la ligne grise qui est au milieu, tu vois, c'est la ligne grise. Tu vois, l'espèce de ligne grise qui est au milieu, comme ça. Et tu vois que la ligne rouge retourne toujours sur la ligne grise. Elle s'en écarte parfois, mais elle retourne toujours. Aujourd'hui, la ligne grise est à, mettons, 5,5, et les taux sont à 4. Ça veut dire que les taux d'intérêt aux États-Unis sont 150 points trop bas. Mais si tu leur mettais là où ils devraient être à 5,5, le système budgétaire saute, parce que 150 points de base sur... ça fait 1500 milliards de plus à payer d'intérêts. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu vois très bien les périodes
où on essaye de manipuler ton... Comment tu réussis à avoir les taux rouges sous les taux gris, que des taux d'intérêt trop bas? Ben, c'est que tu maintiens des taux d'intérêt à court terme anormalement bas aussi. À ce moment-là, les taux d'intérêt à court terme très bas, ça force les taux longs très bas, et ça te donne la grande période inflationniste qui a été suivie. Puis il y a Volcker qui arrive qui dit tout ça c'est des conneries, suivi par Greenspan, et il met les taux courts où ils doivent être, et du coup les taux rouges passent au-dessus, et restent au-dessus pendant toute la grande période où il fallait être en obligation américaine. Tu te souviens, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis ce crétin de Bernanke revient, et pan, il baisse les taux courts, et on se retrouve avec la ligne rouge qui ne repasse jamais au-dessus de la ligne grise. Voilà. Donc là, de la première période, tu manipules comme un goré, comme tu dis. Là, ta monnaie est bonne, tu n'as pas besoin d'or. Et là, à nouveau, depuis 2003, 2004, 2005, tu as vraiment besoin d'or. Donc ça veut dire que les marchés n'ont pas encore pris en compte, parce qu'ils sont manipulés par la Fed, c'était l'objection que je faisais tout à l'heure, du fait que les taux ne devraient pas être à 4, mais ils devraient être plutôt à 6. Oui. Mais s'ils étaient à 6, nous, nos taux en France, qui sont à 3,30, 3,40, ils devraient être à 5,30, 5,40. Oui. Et c'est la fin de la musique. Donc, on peut plus avoir un Volcker. Aujourd'hui, on est dans une situation où la seule solution, c'est la prière, quoi. Oui, mais alors tu sais bien ce que les gens vont me dire. Ils vont me dire, oui, mais Charles, vous prédisez toujours des choses négatives. Et ainsi de suite. Vous aviez dit que ça allait être la fin de l'euro. Or, ils ont trouvé des solutions. Oui, ils ont changé toutes les règles. Donc là, qu'est-ce qu'ils peuvent changer comme règles pour essayer de contourner? Donc, ils peuvent vous empêcher d'investir votre épargne là où vous devriez, c'est-à-dire mettre des contrôles d'échange. C'est-à-dire que si tu suis les cours de l'université de l'épargne, logiquement, tu devrais te dire, si je dois avoir des obligations, je ne les ai certainement pas en Europe ou aux États-Unis. Donc, tu as tes obligations quelque part. Soit dans les pays nordiques, soit en Suisse, soit là-bas, en obligations chinoises ou indiennes, ou n'importe quoi. Même si elles ne te donnent pas grand-chose, au moins ça les tienne. D'abord, c'est les tiennes. Et puis en plus, tu te dis, c'est pas... Les taux chinois sont à 1,5, mais l'inflation est à -2. Donc tu touches du 3,5% réel, ce qui est mieux que la France, quoi. Mais s'ils font un contrôle d'échange, s'ils mettent en place un contrôle d'échange ou un contrôle d'échange via un euro numérique, imaginons. Tu as vu qu'il y a quelque chose qui se passe en Europe, c'est que la Slovaquie a décidé de mettre dans sa constitution qu'il ne pouvait pas y avoir, on ne pouvait pas empêcher les gens d'avoir du cash. La Tchéquie l'a fait, la Hongrie l'a fait, et donc l'Italie va peut-être le faire. Il y a toute une série de pays qui voient arriver le contrôle de l'Europe par l'intermédiaire de l'euro numérique et disent non, on va bien utiliser votre saloperie d'euro, mais c'est les gens qui détermineraient comment ils préfèrent utiliser la monnaie, en billets ou numérique. Donc on voit bien que dans la hiérarchie des normes, ils ne sont pas capables à un moment de te dire que les décisions, certaines décisions de la Commission européenne seraient supérieures aux constitutions. Oui, mais ça, c'est des choses qui doivent être discutées à l'intérieur du Conseil des ministres, qui est le seul endroit où il y a une espèce de souveraineté. Et à ce moment-là, s'il y a un qui s'oppose, c'est foutu. Tu vois, mais je ne doute pas une seconde que Mme von der Leyen va essayer de forcer de façon à construire l'État fédéral dont on lui a donné mission. Mais je vois déjà que sur l'immigration, entre la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et tout, il y a toute une série de pays qui disent si ça vous fait rien, vous faites rentrer les immigrés que vous voulez en Allemagne et tout ça, mais ils n'iront pas en Hongrie, ils n'iront pas en Pologne. Il y en a zéro. Comme disent les Polonais, nous, on a dû recevoir 2 millions d'Ukrainiens, des immigrés, on en a assez, c'est pas la peine. Donc, ça, c'est donc... La première partie, c'est le côté structurellement problématique de ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que tu peux pas regarder ces graphiques et te dire « la vie est un long fleuve tranquille ». Il va y avoir quelque chose, je sais pas quoi, mais... Les marchés financiers aujourd'hui ne sont pas en équilibre. Ça me paraît une notion... quand les marchés financiers sont en équilibre, comme de 1983 à 2003, la vie est un long fleuve tranquille, tu te mets 60-40 et tu n'as aucun problème. Là, ça va bouger. Ça a beaucoup bougé ici, ça va beaucoup bouger là.
Donc ça me Alors, paraît... autre chose. On avait regardé, ceux qui nous suivent, dans la logique des 4 cadrans, le fait qu'on pouvait être rentré dans une période en bas à gauche. Oui, mais si là, écoute-moi, si là on se place dans la logique que des taux vont remonter et que ces crétins étant des crétins, ils vont probablement imprimer comme des gorées, on va se retrouver surtout dans une période profondément inflationniste. En haut à gauche. En haut à gauche, ce qui veut dire que dans ces cas-là, vos placements financiers doivent tenir compte du fait d'une période inflationniste. Oui, mais d'abord, tu n'as pas besoin d'y être. Parce que, par exemple, moi, je me souviens, dans les années 70, quand les taux de change fixes ont sauté, il y a des tas de gens en Angleterre qui se sont dit « Chouette, je vais pouvoir emprunter du franc suisse à 2% et me mettre dans des obligations britanniques à 5%. » Sauf que c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et les taux anglais sont passés à 17. Yes. Et le franc suisse a doublé vis-à-vis de l'euro. Donc la moitié des banques d'affaires britanniques, ça a été le Secondary Banking System Crisis. La moitié des banques britanniques ont sauté en 74-75 sur cette opération brillante. Donc rien ne vous force à rester avec votre cash ou vos obligations. C'est pour ça qu'on a des yens, c'est pour ça qu'on a des... Parce que là, les gens vont me dire, mais la dette japonaise est monstrueuse. La moitié est détenue par... Il y a pour ainsi dire rien qui est détenu par des non-japonais. Donc le Japon n'a pas de dette et des actifs avec l'extérieur monstrueux. Donc les gens qui vous disent que le Japon a des dettes, c'est une plaisanterie, mais enfin ça fait rien, s'ils ont le droit de le faire. Donc c'est donc la réalité. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis à peu près certain que si tu prends les 4 cadrans, il y a les 2 cadrans de droite où il y a des actifs... soit productifs, les actions, soit l'or. Donc ça, et puis à gauche, tu as les cadrans monétaires, où tu peux utiliser, et c'est le operating system, le système opérationnel du capitalisme. Donc, tu mesures la compétitivité avec le taux de change et les taux courts, et puis le risque du temps avec les taux longs. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ces gens sont en train de détruire les deux de gauche, c'est-à-dire que tu ne peux plus leur faire confiance. Donc, soit tu as un portefeuille turc. Ben voilà, j'allais y venir. Soit tu as un portefeuille turc avec des actions et de l'or, soit tu te dis, je vais aller chercher mes protections monétaires dans des pays qui ont encore des cadrans de gauche de qualité. Oui, voilà. Et voilà, bien sûr. Et c'est ça ce qu'il faut faire, mais tu ne peux pas t'imaginer que le cash ou les obligations vont te protéger contre la destruction de la monnaie, puisque c'est la monnaie. Je veux dire, ils sont en train de le détruire. Donc ça ne peut pas jouer. Alors, maintenant, je voudrais terminer avec des considérations sur la baignoire dont on a parlé tout à l'heure. Important. Très important. Et c'est donc là, un petit peu... Alors, comment marche le système, hein ? Comment il a marché jusqu'ici ? Imaginez, tout le monde mesure la masse monétaire. Hein, dans chaque pays, la masse monétaire est vachement important et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Pourquoi ? Parce que vous avez tout cet immense commerce international que personne ne mesure, et personne ne sait très bien comment il est financé. Il y a plein de pognon là-dedans, mais enfin c'est un truc obscur. Donc c'est vraiment le coup, les économistes, ils cherchent les clés sous le lampadaire, c'est pas parce qu'ils les ont perdues là, c'est parce que là où il y a de la lumière. Donc c'est vraiment ça. Donc je regarde, ça fait des années que je réfléchis là-dessus, c'était une de mes originalités d'ailleurs. Le commerce international, il trouve sa source, c'est ce que j'ai mis dans mon dernier livre, dans le déficit extérieur américain. Donc, c'est en quelque sorte les États-Unis achètent des voitures et poussent des dollars à l'extérieur. Ces dollars se retrouvent à l'extérieur. D'après mes calculs historiques, sur ces 100 dollars qui apparaissaient à l'extérieur, il y en avait 60 qui restaient dans le système, comme ça, pour acheter du pétrole, faire des stocks, faire des trésoreries pour les entreprises, et 40 qui revenaient en réserve de change internationale, qui servaient à acheter du pétrole. C'est bon. Donc, c'était un problème de... Tu vois, ils poussaient ça, il y en avait 60 qui servaient, et puis 40% qui restaient en réserve. Donc, ces 40%, je les surveillais tout le temps, en me disant, si un jour, ils commencent à baisser ces réserves, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une position de paiement difficile, et qui est en train de vendre ses réserves de change, et celui-là, il va sauter. Alors, en général, je disais la Pologne, et puis c'était l'Argentine. Je disais, ça va être... Je me trompais toujours sur le gars qui allait sauter, mais il y avait quelqu'un qui sautait dans le système. Bon. Et puis, ça marchait jusqu'en 2014.
où je regardais les réserves de change internationales, qui était une ligne de la Banque centrale américaine. C'est-à-dire qu'il suffisait que j'aille dans le bilan de la Banque centrale américaine et je vois combien les autres banques centrales avaient déposé et ça me disait, ça marchait très bien. Donc j'avais mon système de baignoire qui était bien bouclé. Puis à partir de 2014, et les États-Unis qui font n'importe quoi qui décident que leurs droits s'appliquent au dollar, etc. Mais 60-40, hein, d'un seul coup, les déficits américains continuent à être très importants et les réserves de change n'augmentent pas ou baissent. Donc j'ai un trou dans ma baignoire. Tu vois, je me dis, mais où il est ce foutu trou, quoi, Et je l'ai trouvé il y a 2-3 ans. C'était dans les dépôts des banques chinoises à Hong Kong. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris la façon, j'essaie de refaire mon circuit de baignoire là, hein. Si j'ai bien compris, les dollars apparaissent, la Chine les gagne, mais à la place de les changer en yuan, ils se retrouvent avec une masse monétaire qui monte, peut-être ils ne veulent pas. Ils les laissent en dollars à Hong Kong, qui est bloqué, comme le dollar, et ils les mettent en dépôt dans les banques. À ce moment-là, les banques se retrouvent avec 2000 milliards de dollars de dépôts, c'est monstrueux, à Hong Kong, qui est quand même un petit pays, ça, 6 millions d'habitants. 2000 milliards, et qu'est-ce qu'ils font de ces 2000 milliards ? Ils vont faire un truc très simple, c'est que les banques vont aller dire, écoutez, à la Banque centrale, est-ce que je peux vous emprunter à 1% ? Parce qu'il y a tellement de pognon que le taux court ont beaucoup baissé, et puis je vais aller mettre ça en bon du Trésor américain qui me donne du 4. Donc même la HSBC peut gagner de l'argent si elle emprunte à 1 et prête à 4 au gouvernement américain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour l'instant, tu as quelque chose de très curieux qui se passe, c'est que tu as une espèce de barrage qui a été fait par la Chine. En amont du barrage, là, tu as toutes les réserves de liquidités qui montent. C'est arrêté par le dollar de Hong Kong, c'est mis en dollars de Hong Kong. Mais un de ces quatre, il y aura même trop d'argent pour Hong Kong et le barrage va péter. Oui. Il va sauter, ça va être mal passé, là, boum. Et ça veut dire que, pour l'instant, il y a une espèce de liquidité en dessous du barrage qui n'est pas là. Mais c'est exactement l'inverse de la crise asiatique. Dans la crise asiatique, les gens avaient emprunté en dollars, les Indonésiens, les Coréens, ils avaient tous emprunté en dollars parce que les taux d'intérêt étaient plus bas en dollars que dans leur monnaie. Donc ils empruntaient pour faire des investissements. Et puis, ça allait bien. Et puis d'un seul coup, ils étaient tous en taux de change fixe par rapport au dollar, c'est-à-dire que c'était fixé. Et puis la Chine dévalue de 50%. Paf. Ils deviennent tous non compétitifs. Parce que d'un seul coup, la Chine a dévalué de 50%. Donc, leurs réserves de change commencent à être utilisées parce qu'ils passent en compte courant négatif. Puis quand ils n'ont plus de réserves de change, ils sautent à la crise asiatique. Donc là, on avait bloqué les monnaies asiatiques à un taux trop élevé d'évaluation. Ça fait sauter toute l'Asie. Là, ils bloquent à un taux trop bas. Mmh. Donc ils vont accumuler des réserves. Et quand ça va sauter, c'est nos monnaies. C'est-à-dire que nos monnaies aujourd'hui sont maintenues artificiellement hautes par ces gens. Et que le jour où ils diront ça, c'est joué, à ce moment-là, on va avoir un changement de niveau de nos monnaies par rapport au leur qui va être le retour à l'inverse de la crise asiatique. C'est-à-dire, grosso modo, on est en train de bâtir un système où tu es à peu près certain que les monnaies asiatiques, un jour, vont devoir se retrouver à une parité plus normale, 40 ou 50% plus haut. Ce que je ne réussis pas à savoir, et j'en discute avec ton frère et tout, puis on est tous très perplexes, c'est ce que fait la Chine à l'heure actuelle, c'est qu'elle a bloqué les monnaies des autres pays contre elle. Oui, on le voit quand on fait le serpent monétaire. Ensuite, des monnaies entre elles. Après avoir fait ça, elle maintient la monnaie à peu près 30 ou 40% sous-évaluée, tu vois. Ouais, comme toujours, comme monnaie asiatique. Ce qui est une forme d'agression. Oui, quand tu la comprends comme telle, mais je ne sais pas si Trump voit le dumping monétaire comme tel. Pourtant, beaucoup de gens en parlent. Mais alors maintenant, si tu réfléchis, s'ils font ça,
c'est soit volontaire, soit involontaire. Alors, involontaire, ça veut dire qu'un jour, les marchés vont se retourner et puis que ça va se faire passer. Mais si c'est volontaire, c'est comme les Chinois se disent, ça fait 5 ans que les États-Unis nous disent qu'ils vont rentrer en guerre contre nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les liquider avant. Ce qui n'est pas impossible. C'est-à-dire, on va foutre leur économie en l'air et l'économie de l'OCDE, et comme ça, ils nous foutront bien la paix avec Taïwan. Tu vois ce que je veux dire, c'est... avec Taïwan et avec les chips et avec tout ça. Ils nous feront bien la paix. Ils auront autre chose à faire. Ils n'auront plus d'argent pour s'occuper de nous. Donc, si le but de la Chine, c'est de faire sauter les systèmes économiques de l'OCDE... En soum-soum, en sous-marin. En soum-soum, il ne ferait pas autrement. Ouais. Donc... Mais en même temps, le word out, c'est depuis les rencontres d'octobre... tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime. I love China, we love each other. Si tu crois que les Chinois... cherchent à être aimés par le président américain, c'est pas, ils ne sont pas désaffectifs. On s'était demandé comment allaient se passer ces rencontres. Officiellement, on s'est fait des gros bisous, on s'est échangé des vœux de vacances. En réalité, rien n'a changé. Donc, alors maintenant, tu te dis, bon, la Chine agresse les États-Unis tout en disant qu'ils s'adorent. Hein, bon, mais ce n'est jamais une réponse qu'à l'agression que les Américains avaient fait 5 ans avant. Bon. Mais bien sûr. Donc, et on n'a pas oublié non plus celle de 2002. Et on n'a pas oublié la guerre de l'opium. La guerre de l'opium et tout ça. Bon, tout ça, c'est des trucs qui traînent. Alors, quelle est la seule arme que pour avoir les Américains ? C'est de demander aux Japonais de maintenir le yen tellement sous-évalué que celui qui gagne le plus, c'est le yen et c'est pas la Chine ou les alliés de la Chine. Il n'y a pas à les pousser beaucoup. Les Japonais. Les Japonais, ils font ça très bien. Ça très bien. J'aime beaucoup. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on est en train de bâtir un système où de toute façon, nous, pays de l'OCDE, on est le dindon de la farce. On est les dindons de la farce. Parce que soit les États-Unis essaient de se payer la Chine, ou en tout cas de pas être le dindon. La Chine essaie de se payer les États-Unis et on devient victime. Voilà. Soit c'est l'inverse, en passant via le Japon, et de toute façon, nous aussi, on est squeezed out. Voilà. Il n'y a pas une façon où on se retrouve assis dans ce jeu de chaise musicale. Hein. Non. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être... Il y a 3 chaises. Il y a peut-être 3 chaises. Il y a peut-être... la possibilité que la baignoire explose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, moi, je pars du principe que toujours, les flux vont se remettre en route et puis ça va faire monter celui-là parce que c'est lui qui va recevoir le pognon, ça va faire baisser celui-là parce que c'est lui qui sort. Et par contre, la baignoire Valérie Pieris, elle est parfaitement en ordre de marche, etc. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que vraiment, ce qui me tracasse, c'est est-ce que cette politique, qui est quand même extraordinairement agressive de la Chine, est volontaire ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est simplement, bon, ça bouge beaucoup dans la géopolitique, donc je ne change rien, ce qui est un peu la tendance chinoise de toute façon, ou bien c'est, je vais me payer ces salopards, mais je vais surtout être très aimable. Je ne sais pas, mais la deuxième me paraît pas impossible. Et donc, à ce moment-là, vous ayez plein de cash, en yen et en yuan, quoi, et en renminbi. Ça peut bien se passer aussi si tu réfléchis. Les Chinois et ainsi de suite, ça achète du LVMH, donc tout ce qui est des actions, ils pourront en acheter encore plus. Ils pourront en acheter encore plus, mais ce que je veux dire, c'est que les dames chinoises qui achètent des LVMH, c'est pas la priorité numéro 1 de M. Xi. Hein. Oui, non. C'est pas son truc. Hein. Oui. C'est pas... j'en ai rencontré un certain nombre. Le côté bienfaiteur de l'humanité, par contre, ils sont très efficients. Je veux dire, ils se fixent des buts à long terme, ils font ce qu'il faut pour les atteindre, etc. Donc, c'est-à-dire que je pensais que, quelque part, il y avait sans doute une réponse de marché à ce déséquilibre qui s'est créé entre eux et nous. Nous, on consomme trop et ils ne consomment pas assez. Donc, et nous, ils produisent trop et on ne produit pas assez. Donc, il fallait que l'échange s'adapte pour que on produise plus, on consomme moins, et qu'eux, ils consomment plus et qu'ils produisent moins. Moi, je pensais que ça allait se passer par le marché d'échange. Je me demande si on ne va pas avoir une crise politique qui consacrera complètement la fin de la suprématie américaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire un changement. Et peut-être elle n'est pas si loin que ça. Et donc, parce que... comment il s'appelait ? Changshu, là,
le stratège qui a écrit des Oui, tas l'art de la guerre. l'art de la guerre, etc. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là, mais Zhang Shu ou un nom comme ça. Il disait les guerres les meilleures, quand même, les guerres les meilleures, c'est celles qu'on fait pas. On ne fait pas, bien sûr. Parce que le type, ton adversaire, tu l'as tellement Terrassé avant qu'il n'arrive. que finalement, il dit bah écoutez, non, si ça vous fait rien. Je vais aller attendre dehors. Donc, est-ce que, comme ils n'ont pas la même notion du temps, la même notion etc., est-ce que c'est pas le lent étranglement du boa, tu sais, nous, on a le rôle. Les Américains, c'était plutôt un tigre un peu couillon qui sautait, qui tuait tout le monde, qui tuait personne, qui n'arrivait pas. Mais la Chine, le tigre, c'est pas leur truc, c'est plutôt le boa. Tu vois, tu manques d'air, quoi. Et donc, encore une fois, pour ceux qui sont à l'université de là, l'épargne, votre portefeuille prend en compte hypothèse 1 et hypothèse 2. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour ceux de l'Institut de liberté qui essaieraient de comprendre ce qui se passe, il faut bien qu'ils se disent que vous investissiez pas de l'argent en 1918 comme vous l'investissiez en 1913. Tu vois, il y avait eu un changement absolument gigantesque, etc. Donc, il est possible qu'on ait devant nous un de ces changements-là. Mais je ne suis pas du tout certain, et je ne suis pas tellement à l'aise, hein, mais je me dis, c'est tout ce que j'essaie de décrire dans le bouquin qui est derrière, là. Il y a des lignes de force très, très visibles, mais je pensais que je restais avec une espèce de volonté de discuter. Quand je vois la politique chinoise, je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement envie que ça de discuter, quoi. Mais je ne sais pas du tout, hein, mais on me dit que je suis un horrible personnage parce que j'essaye de penser ce qui est possible. Et la plupart des gens essayent de penser ce qui est souhaitable. Il est souhaitable que les gens continuent à discuter, mais il est possible que les Chinois aient décidé que les Américains leur cassaient bien les pieds et qu'il était temps de sortir les États-Unis du Pacifique, quoi. Je sais pas, mais ça me paraît pas impossible, voilà. Voilà, eh ben, ça nous donne quand même matière à réfléchir. En tout cas, je trouve ça très intéressant de se poser la question en termes de stratégie entre deux pays et de savoir si ce ne serait pas une lutte à mort entre les deux forces opposées. La force du passé et la force, pas du futur, mais la force... c'est dans le fond, ce que je vous dis là, c'est la fin des globalistes. C'est-à-dire que, on est souvent dans ce qu'on peut entendre à la télévision, on entend souvent parler de la fin des civilisations, que les civilisations ne meurent pas, elles se suicident, ce genre de choses. Bon, voilà. Là, c'est pas une réflexion sur la civilisation en tant que culture, c'est plus une réflexion sur les dynamismes. On a vu, effectivement, encore une fois, le pouvoir passer au travers du temps de Constantinople à Anvers, de Amsterdam, de Amsterdam à Londres. Ensuite, c'est passé aux États-Unis. Et aujourd'hui, on sait que c'est en train de passer dans la zone de Valéry Pieris. Quelquefois, ça ne s'est pas fait sans heurts, il y a eu des guerres au travers du temps, il y a eu des presque à chaque fois, et même si les problèmes ont pu être déplacés, même avec l'or, quelquefois dans la quête de l'or, on a vu des problèmes être déplacés, et aujourd'hui, peut-être qu'on a une accélération de l'histoire qui arrive, et ça arrivera peut-être par les taux. Par les taux de change, par les monnaies, et par l'endettement. Oui. C'est-à-dire que la civilisation américaine s'est développée en s'appuyant sur l'endettement. Et les Chinois... Et la nôtre aussi, par accessoire. La nôtre aussi, depuis longtemps, alors que ce n'était pas dans les mœurs françaises. Non, bien sûr que non, c'était pas du tout dans les mœurs françaises. On était des paysans. Quand tu relis, Maupassant, je suis en train de relire Sous le soleil de Satan de Bernanos, qui est tellement bien écrit que j'en pleure. C'est un beau fin fabuleux. Tu vois bien, chaque sou est un sou, on fait attention dans les campagnes, voilà. Donc, c'était pas... Donc, on est en train de passer de la civilisation de la dette qui était suscitée, gérée par les États, à une civilisation beaucoup plus paysanne et épargnante et dure. Donc, c'est un peu le... J'ai vu un diplomate qui m'a beaucoup surpris, un diplomate, je crois qu'il était malais,
qui se faisait interroger par un journaliste, et le journaliste lui posait des questions sur la Chine. Et le journaliste disait, mais enfin, la Chine, les droits de l'homme et tout ça, et le malais de la regarder en rigolant, il disait, les droits de l'homme Ah oui, parce que je crois qu'il parlait d'LGBTQ. D'LGBTQ, et puis il parlait aussi des droits de l'homme en Irak, les droits de l'homme en Libye, les droits de l'homme... LGBT en Irak, en en Libye. Irak, et donc c'était assez marrant, parce que donc le journaliste était persuadé que les Occidentaux représentaient le sommet de la morale, et l'autre lui disait, si vous êtes le sommet de la morale, mais quand vous n'êtes pas d'accord, comme vous avez les plus gros canons, vous allez enseigner aux gens comment il faut penser à coup de canon, quoi. Donc, Oui. et le journaliste est un peu surpris qu'on puisse dire des horreurs comme ça sur l'Occident, mais il y a quelque chose dedans là qui est pas faux. C'est-à-dire qu'on n'a plus à partir du moment où on pique leur argent, on va les emmerder quand ils sont pas d'accord. Tiens, lui, il gueule parce que ça fait 1 heure. Tu attends. Voilà, donc je veux dire, c'est que ça va aussi avec un changement. Non, les droits de l'homme ne sont pas le point ultime de la pensée humaine. Oui, ce que tu essaies de dire, c'est qu'il va peut-être falloir que on avale notre orgueil et qu'on arrête de ce qu'on fait depuis pas mal de siècles, d'essayer d'expliquer aux autres comment il faudrait vivre leur vie, et que la Chine, en faisant ce qu'elle fait, est peut-être en train, dans le feutré, de reprendre le storytelling global, et qu'il va falloir qu'on arrête avec nos idées à la Jack Lang, qu'on va aller expliquer au monde. Tout le monde il est gentil, et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous casser la gueule. Voilà. Mais ça, c'est fini, ça. Je ne sais pas pourquoi je repense à cette histoire qui était absolument, on va finir sur ça, mais de mon grand-père qui, à l'époque, était en Algérie. Et parmi les choses qu'on lui avait demandé de faire, il y avait à l'époque, dans l'armée française et partout, des poux. Et donc, on leur avait demandé de faire des séminaires auprès des villageois pour expliquer à tout le monde ce qu'étaient les poux et pourquoi. Et donc, ils avaient reçu de Paris des grandes diapositives comme ça, avec des posters, où ils avaient montré les poux, l'évolution du poux, le poux quand il a 2 jours, le poux à 1 semaine, et le poux, la lente qui devient poux, et ainsi de suite. Et alors, donc, il avait fait venir des sommités, des villages autour, des chefs de village, et il avait fait asseoir tout le monde. Quelqu'un était venu de Paris pour faire la grande conférence sur les poux, ce qu'il fallait faire, et ainsi de suite. Et puis à la fin, il y en a un qui lève le doigt et qui dit mon colonel, on comprend ces poux, ça a l'air très embêtant pour vous, on comprend bien, mais chez nous, ils sont tout petits. C'est vrai. Voilà, c'était une histoire, mais c'était pour dire que, ou alors une vieille histoire que je raconte, j'avais un de mes amis qui avait été, pendant la grande hausse du pétrole en 73-74, envoyé par une grande banque française en Arabie Saoudite, et il expliquait les produits compliqués que la France pouvait leur fournir Et puis il y avait les clients qui étaient là, puis il y en a qui dit, vous avez l'air sympathique, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre une action et une obligation? Donc de temps en temps, voilà. Mais c'est pas pour dire qu'on méprise ces gens-là, c'est pour dire qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. And that's okay. That's okay. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut leur taper dessus. Voilà. Et ni arriver avec des airs de supériorité. Voilà. Eh ben, on a bien expliqué. On espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. On y répond. Et on vous dit la semaine prochaine dans ce chemin de l'Avent. Dans ce chemin de l'Avent. Mais c'est très intéressant ce qui se passe parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de participer à un changement structurel comme ça. Notre génération, on a du poids. Oui, enfin, on va quand même se prendre des coups dans la gueule. Donc, je vais retenir mon... Mais bon. Allez, merci de nous avoir suivis. Au revoir.